Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien. France Télévisions ayant décidé d'arrêter cette émission, c'est Riposte numéro 374 et c'est la dernière. Déjà, et oui. Souvenez-vous, c'est aujourd'hui et c'est déjà un souvenir. 374 ripostes. 374 dimanches, 10 ans de débat à cheval sur 2 siècles. 380 heures d'antenne, 4 premiers ministres, 2 élections présidentielles, 2 menées, 3 législatures, 2 papes, 2 Coupes du Monde, 1 11 septembre, 1 21 avril, une éclipse solaire, 2 référendums, 2 présidents français, 3 Américains, et toujours riposte. Une rédactrice en chef, 6 journalistes, et Peggy, notre mascotte. 120 techniciens, et toujours riposte. Des millions de téléspectateurs, souvent 2 millions et plus, 1 300 000 en moyenne sur 10 ans. Merci de votre fidélité et de vos messages innombrables d'amitié. Et c'est toujours riposte. 1974 invités et des milliers de coups de gueule et des milliers de coups de cœur et des révélations et des moments de pure vérité ou de pure émotion. Et c'est toujours riposte. Oui, souvenez-vous, puisque nous sommes déjà un souvenir tous ces dimanches. Nous avons vécu chez vous et vous, chez nous. Vous allez nous manquer, nous nous connaissons bien et nous nous aimons, je crois, vraiment bien. Souvenez-vous, c'était Riposte, 1999-2009. Regardez. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue Dorothée. Ça va très bien, nous sommes vraiment bien sur la 5e. C'est Riposte et c'est la première fois. C'est Riposte numéro 33. 363, 359, 201, 349, 190, 102. Déjà. Et oui. Non, mais si. Comment non? Non. Je regarde votre émission. Alors, à ma gauche, la gauche. À ma droite, la droite. Oui, c'est petit. Donc Bon, vous avez une belle illustration de ce que c'est que Noël Mamère en pied. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas finir votre phrase, c'est des vieilles traditions, ça. 5 milliards. Monsieur Payon, ça devient fatigant. Et tous les autres. Mais n'empêchez pas de parler, bon sang. Il ne faut pas crier. Faut pas crier. Et je vous dis un mot gentil, Allez. Profitez-en, c'est pas tous les jours. C'est pas la guerre, la politique. Avec nos invités que je m'empresse de vous présenter, nous allons tenter de répondre à ces questions. Henri Emmanueli, Dominique de Villepin, Brice Hortefeux, Christiane Taubira, Jean-François Kahn, François Bayrou, Ségolène Royal, Rachida Dati, Nicolas Sarkozy, Edoui Plenel, Laurent Wauquiez, Lionel Jospin, Arnaud Montebourg, PS, responsable de la brigade volante des sapeurs-pompiers socialistes, chargé d'ailleurs paradoxalement de propager l'incendie. Nous sommes ici à Riposte, dans une émission qui, me semble-t-il, n'est pas faite pour dévaloriser le débat politique. C'est Riposte ou c'est fait entrer l'accusé? Ne zappez pas. Hop, c'est parti, un feu d'artifice. Magouilleur, voleur, farce, démocratique, unité, on a gagné. Non, c'est nous, pas vrai, c'est moi, voleuse, magouilleuse. Celui qui dit, c'est celui qui l'est. Voleur, unité, magouilleur, etc., etc., etc. Madame Kosciusko-Morizet, c'est indigne. Vous ne permettez pas? Je vais vous poser une question simple. Monsieur, dans votre vie, qui est le plus important, Jésus ou Chirac? Je n'ai jamais dit ça en parlant d'Adopi. Ah bah si, c'est un communiqué de Pas du tout. Adopi. Enfin, écoutez. Alors là, moi, je commence à douter de tout. Vous n'êtes pas Monsieur Lefebvre, vous n'êtes... Monsieur Sarkozy nous dit « Je ne suis pas un menteur ». Moi, je répète depuis 2 ans « Si ». Et le public va finir par nous cracher dans la gueule. Non. Je constate que rien ne vous réconciliera. Oui, exactement. Voilà ce que vous êtes. C'est ça l'argument, c'est Oui, c'est ça, parce que vous m'empêchez de parler et vous empêchez d'avoir un débat argumenté. Je suis peut-être CIA, mais vous êtes un pauvre type, Mélenchon. Bon, Bernard Guetta termine. Minable. On sera au 19e siècle, je vous convoquerai en duel et je vous flinguerai. Et ce serait mérité. Bon, malheureusement, je peux pas. Bon. Voilà, c'était ça aussi, 10 années de riposte. Hein. Nous allons bien sûr, tout au long de cette émission, et en compagnie d'invités, bien sûr, revenir sur cette décennie, mais juste un petit mot personnel. J'ai le blues le dimanche soir. Vieux souvenir de pension et d'enfance. Grâce à vous, grâce à votre affection et fidélité, je l'ai oublié. C'était bien de travailler pour vous le dimanche. Et vraiment, ça permettait d'oublier les lundis, car les dimanches étaient libres et chaleureux. Il va falloir inventer d'autres choses
aussi vif et aussi démocratique, comptez sur nous. Alors, voici pour parler de politique, sous vos applaudissements. Allez, on va la jouer variété, puisqu'il s'agit de la dernière, Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, Vincent Payon et Jean-François Copé. Jean-François Kahn, écrivain, éditorialiste, cofondateur de Marianne. Il participa. Jean-François Kahn participa à notre première émission. Merci Jean-François Kahn d'être là pour la dernière. Je vous en remercie de tout cœur. Et ensuite, deux élus que je vous ai présentés qui ont fait leur premier riposte ensemble, face à face. Deux ex-jeunes pousses de la politique, devenus aujourd'hui incontournables et indéracinables. Vincent Payon, député socialiste européen, merci beaucoup d'être là. Et Jean-François Copé, député maire de Meaux, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Jean-François Copé, qui fut, je le rappelle, celui qui, par hasard, alors amitié ou talent, les trois à la fois, je pense, mais je pense que le talent est le plus important dans les trois qualificatifs, fut le plus régulier de nos invités. Merci beaucoup d'être là, Jean-François. Merci à tous les trois et merci pour votre présence ce soir. Je vous propose de nous retrouver, évidemment, après un bref rappel en images de ces 10 dernières années politiques, pour le moins mouvementées, dont Riposte s'est fait l'écho, et vous, évidemment, les talentueux analystes. Regardez ces 10 dernières années en politique. Moi, ce qui m'énerve le plus dans la droite, c'est quand elle parle d'exclusion sociale et qu'elle se dit de gauche. Mais ce qui m'énerve le plus dans la gauche, c'est quand elle fait une politique de droite. Ça, c'est pour lancer le débat. Discutons sérieusement. Il y a eu un très bon reportage télévisé, vous vous rappelez, sur la campagne, qui a prouvé que M. Mauroy était en train d'expliquer à Lionel Jospin, écoute Lionel, je l'ai lu ton programme, il est bien, il y a de la communication, il y a des belles images, il y a de la couleur. J'ai pas lu une seule fois le mot ouvrier. Ouais. Vous le savez que c'est un problème, ça. Le problème du modèle droite-gauche, je crois que c'est fini. Tout le monde est de droite. On a l'impression, à entendre M. Sarkozy, parfois, je pense au discours de Toulon, ou récemment, que c'est véritablement Olivier Besancenot qui s'exprime. Ah bon ? La réalité, c'est que quand on dit, quand on est sérieux... Besancenot, Sarkozy, même combat ? Les mêmes discours. Les mêmes discours. Parce que les actes ne suivent pas. Cette gauche morale, cette gauche bobo, qui donne des leçons à tout le monde et qui vit le contraire de ce qu'elle dit, elle me fait sourire, elle m'a parfois peiné, maintenant elle se contente de me faire sourire. La gauche est venue se placer sur le terrain des idées de la droite parce qu'elle s'est rendue compte que les idées de la droite étaient les seules qui marchaient. Moi j'ai peur que vous égariez, vous, gens de droite, avec sans guillemets, dans une défense et illustration du capitalisme mondialisé, qui certes a gagné vis-à-vis du marxisme. Le capitalisme est apparu à la fin du XVIIIe siècle. Le XIXe siècle a inventé le socialisme pour essayer de le surmonter. Le socialisme s'est révélé au XXe siècle un échec effroyable. D'accord, n'empêche que le XXIe siècle devra bien trouver le moyen de surmonter le capitalisme mondialisé parce que c'est une horreur. Se dessiner une autre tête que celle de Chirac. Belzébuth. Voici notre estimation. De notre point de vue, pas de problème, ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac, 19,8% des voix et Jean-Marie Le Pen, 17,4%. Jean-Marie Le Pen, c'est une énorme surprise, avec 17,9% donc des suffrages. Alors, ce qui me frappe en revoyant cette image, que vous avez dû revoir vous aussi souvent, c'est que vous n'avez pas l'air gai à ce moment-là. Vous n'avez pas l'air gai. Je dois être un peu déçu. Oui, mais déçu de quoi? Déçu du pourcentage, j'espérais faire mieux. Mais au-delà de ça, est-ce que vous aviez l'air comme... J'espérais, je dois dire, un autre adversaire. Ah, voilà. J'espérais Jospin. Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle est comme un coup de tonnerre. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Si je prenais sur moi, finalement, symboliquement, physiquement et tristement, le choc de cette défaite, alors peut-être, contrairement à ce que je vois certains dire, vos chances en étaient augmentées pour la bataille législative et non pas affaiblies.
Lionel Jospin est au bord des larmes. Vous êtes ému même en vous regardant. Non, oui, enfin, bien sûr. Ouais. Mais je comprends pourquoi je ne suis pas venu sur le riposte pendant 9 ans. Pourquoi ? Parce que vous psychologisez trop. C'est un péché ? Et que moi, non, ça se fait dans des cabinets, ça peut se faire comme étude universitaire. Je ne suis pas sûr que c'est à être mis au premier plan de la politique. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je la conçois. Pardon, mais moi, je conçois la politique autrement que vous. Oui, moi, j'ai le droit de penser que ça, par exemple, je voudrais savoir si vous nous engueulez, là, en disant ça, ou si vous êtes vraiment ému. Si vous engueulez les militants qui n'ont pas voté pour vous et qui sont... qui ont fait un autre choix, ou vous êtes vraiment ému. Non, mais psychologie de bazar peut-être, mais enfin quand même. Mais écoutez, si ça ne se voit pas, ça n'est pas la peine de prendre un surligneur. Et pourtant, il y a des gens qui ne comprennent pas toujours ce qui vous est arrivé à ce moment-là. Votre ami Claude Allègre, il pense même que vous auriez été le seul capable de gagner face à Sarkozy. Claude Allègre pense ce qu'il veut. Ce que je pense, moi, c'est qu'à un moment, il faut que la suite soit assumée par des hommes ou par des femmes plus jeunes. Je dirai tout avant l'élection, je ferai tout ce que j'ai dit avant. La France est hypnotisée. Je crois en effet que des gens comme vous et beaucoup de Français de gauche ou non ont été séduits par tout à fait autre chose que le discours politique. Ce que fait Nicolas Sarkozy est absolument nouveau et tourne autour de sa personne. Il n'y a que lui qui intervient. L'autre jour, il intervient sur la maladie d'Alzheimer. La ministre de la Santé, on n'entend pas, on n'en voit même pas. Même la ministre de la Santé, c'est une fille très bien. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un homme tout seul qui décide, qui fait. Qui est-ce qui a été élu par les Français ? Une seule personne. Nicolas Sarkozy. Ça fait tellement longtemps qu'on ne décide pas que peut-être qu'on peut s'y mettre à décider. Voilà un type qui arrive et qui dit « je suis de droite ». Et il rassemble la droite. Et je me suis dit, ce type-là, quand il aura fini de rassembler la droite... Il va rassembler la gauche. Il va rassembler la gauche. Il n'y aura plus personne. Voilà. On ne peut pas faire comme si l'hyper-président dont tout le monde parle n'avait pas eu comme tâche, depuis maintenant 2 ans, d'affaiblir tous les contre-pouvoirs. Dire la vérité aux Français, c'est leur dire que la crise actuelle aura des conséquences dans les mois qui viennent sur la croissance, sur le chômage, sur le pouvoir d'achat. Quand il y a des crises, ça arrive. Dans les entreprises, on les connaît aussi. Ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est que le patron soit là. Ce qu'on peut dire de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il est là maintenant. Ouais. Les Français ont parfaitement compris que la crise est extrêmement grave, extrêmement importante, qu'il n'en est pas le seul responsable. Mais quand ils descendent dans la rue aujourd'hui, c'est pas à cause de la crise, c'est à cause de ce que le gouvernement a fait depuis maintenant 18 mois. Sarkozy a mené toute sa politique en disant « vous travaillerez plus pour gagner plus ». Et aujourd'hui, il y a des millions de salariés dans ce pays, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, parce que c'est exactement la même sauce qu'on est en train de se faire bouffer, qui constatent qu'il y a plus d'activité, qu'on travaille plus longtemps, plus dur, de moins en moins bien payés. Des milliards et des dizaines de milliards d'euros qui volent au-dessus de nos têtes, qui vont ni dans l'investissement, ni dans l'emploi, ni dans les salaires. S'il y avait une date que vous devriez retenir parmi ces 10 dernières années, vous sortiriez à laquelle en début, comme ça, vous, Jean-François Copé ? Enfin, moi, il y a 2 dates qui, évidemment, ont structuré beaucoup. C'est celle que vous avez citée, évidemment. Vous êtes d'accord avec notre choix ? Bien sûr, c'est le 11 septembre pour le Monde et le 21 avril 2002 pour la France. Oui, et en revoyant ça, et par rapport aux discussions que vous avez déjà lancées sur le rapport gauche-droite, sur l'état de la démocratie, sur la parole donnée, le 21 avril reste pour moi une blessure, pour la gauche évidemment, mais pour le pays qui est importante. Jean-François Kahn ? Oui, 21 avril 2002 et le rebond du 21 avril 2002 qui est le référendum et la victoire du non-référendum européen. C'est en fait la même chose. C'est une suite logique. C'est une réplique. Oui. Comme on parle d'un coup d'État, d'un tremblement de terre avec une réplique. Voilà, absolument. C'est ça ? Voilà, absolument. Après 10 années de vie politique, etc. Dites-nous en quoi, précisément et profondément, le clivage politique droite-gauche est le même et sur quoi il s'appuie précisément. Allez-y, dans l'ordre que vous voulez, allez-y. Jean-François Copé, clivage gauche-droite permanent, pertinent. Moi, j'ai toujours pensé que le vrai clivage politique, il était entre les conservateurs et les réformateurs. En réalité, c'est ça qui structure un débat politique. Ceux qui ont envie que ça bouge et ceux qui, pour toute une série de raisons, n'en ont pas envie. Et je tiens à dire d'ailleurs que je ne donne pas plus raison aux uns qu'aux autres parce que tout est affaire de circonstances, d'époque. Et de ce point de vue, j'ai le sentiment que la droite a été pendant un certain nombre d'années conservatrice. Autiste. Elle avait d'ailleurs cette image, au point même que les opposants disaient, en parlant de la droite, les conservateurs. Bon. Et d'ailleurs, en Grande-Bretagne... Et vous vous sentiez, vous, conservateur ?
Non, j'en avais pas conscience parce que j'étais un petit peu jeune durant cette période, mais en tout cas, l'idée, c'était quand même de dire on bouge pas l'essentiel. Et je pense que de ce point de vue, la période 1975-1995 a été pour l'essentiel une période où on a eu beaucoup de mal à sortir de 97, pardon, à sortir de tout ça. Voilà. Et puis, vous étiez d'ailleurs un jeune député en colère, je me souviens de vous. Oui, au moi début, j'ai démarré il y a une petite douzaine d'années, donc effectivement c'était dans cette période. Et je pense qu'aujourd'hui ça s'est inversé. Voilà. En gros, moi rétrospectivement, je pense que Mitterrand en 81 a bousculé beaucoup de choses avec 3 grands rendez-vous qui ont été des électrochocs pour nous, à droite. L'abolition de la peine de mort, qui était un moment quand même énorme. Quand on voit aujourd'hui le discours de Badinter, on est vraiment très impressionné. J'ai eu l'occasion de le faire, c'est pour ça que je le dis. Deuxièmement, la réforme de l'audiovisuel. Alors aujourd'hui, c'est préhistorique, mais enfin pour l'époque, ça a été absolument énorme, et notamment les radios. Et puis troisièmement, c'est la décentralisation. Voilà. Je crois qu'on a eu là 3 rendez-vous que la droite ne voulait pas faire. Bon. Je pense maintenant qu'on est dans l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment la droite française qui incarne le mouvement, avec d'ailleurs aussi ses tentations conservatrices, ne nous mentons pas. Mais je crois que c'est quand même là que ça se passe et c'est là qu'est le débat. C'est là que ça se passe, à droite. Alors, Vincent Payon va nous dire le contraire. Non, va nous dire qu'il va affiner. D'abord, je pense que pour que la République et la démocratie... Non, bien sûr que non. Mais je vais y venir. Mais pour que la démocratie soit saine, il faut qu'il y ait une gauche et une droite. Et tous ceux qui cherchent, il y en a beaucoup aujourd'hui, à brouiller les cartes, à dire le contraire de ce qu'ils font, ne rendent pas service à la démocratie. À qui vous pensez, là ? Dans tous les camps. Tous les camps. On est dans une démocratie apaisée, la France. La démocratie, c'est avoir le choix. Si on veut que ce choix s'exerce, il faut bien qu'il y ait 2 orientations. Et les uns et les autres vont être fidèles à ce qu'ils portent, historiquement et dans les faits. Alors j'entends Jean-François Copé nous dire que la droite est le mouvement et la gauche le conservatif. Je crois que la réforme pour la réforme, c'est la gesticulation de Nicolas Sarkozy. Ça n'est pas en soi intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de se demander, est-ce qu'il y a un progrès en termes de liberté ? On évoquait à l'instant, par exemple, les radios libres, par exemple, l'abolition de la peine de mort. Et est-ce qu'il y a des progrès en termes de justice sociale ? Voilà les 2 grands axes de la gauche et de ceux qui doivent être le parti du mouvement. Si je regarde le bilan de la droite depuis 2002, où elle gouverne seule, les progrès des libertés, y compris pour l'audiovisuel, je ne les vois pas. Dans la démocratie, dans la justice, je ne les vois pas. Je vois, au contraire d'ailleurs, des rétrogradations. En termes de justice sociale, non plus. Jean-François, le centriste alors le clivage gauche-droite quand nous avons essayé de dire, et vous allez voir, c'est cruel pour nous, ce que j'ai personnellement et d'autres essayent de dire... Oui, enfin un certain nombre de gens, mais pas comme modèle, de dire, c'est qu'il y a dans ce pays aujourd'hui une aspiration de beaucoup de gens à dépasser le carcan gauche-droite, mais faux, d'un vieux discours purement formel, qui ne veut plus rien dire, il n'y a plus de contenu, mais c'est simplement, voilà, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, etc., qui avait une volonté de dépasser ça. Or, 30% des électeurs, dans ces élections européennes, ont voté pour des formations qui, en effet, dépassaient ce clivage. Sauf que, en l'occurrence, ça n'a pas été nous. Ça a été d'autres. Donc c'est très cruel pour ce que j'ai essayé de représenter. Mais n'empêche qu'il y a eu, et c'est Europe Écologie qui en a profité, ça s'est manifesté. Alors d'une façon floue, mais il y a une volonté je crois, d'imaginer autre chose, d'inventer autre chose, une autre voie et une autre façon de faire de la politique qui, en effet, je crois, dans ce pays, est très très fort. Vous diriez que c'est la chose importante de ces 10 ans, la chose la plus importante de ces 10 ans, ce mouvement-là ? Non, d'abord, il y a 2 choses qui... Je veux pas du tout... mais je ne crois pas à ça. Pour la raison que je crois que la droite s'est modernisée, que la gauche ne l'a pas fait, et que, d'ailleurs, quand Jean-François Kahn dit les gens ont voté pour les Verts en votant ni gauche ni droite, ça n'est pas vrai. Et les études sur l'électorat des Verts nous montrent bien, d'ailleurs, qu'ils ont pris l'électorat PS parce qu'ils sont déçus du PS. Et je pense que c'est une erreur historique. Et ça existe dans chacune de nos formations, et ça a existé, Jean-François Kahn, historiquement. Le ni gauche ni droite, ce n'est jamais bon. J'ai pas dit ni gauche ni droite, si vous me permettez. J'ai pas dit ni gauche ni droite, c'est dire dépasser pour inventer autre chose. Le dépassement des formations politiques, c'est tout à fait différent. Elles ont toujours à se faire, les grandes formations politiques. Donc la droite républicaine et la gauche républicaine, dans leur histoire, à des moments différents, elles se refondent. Et c'est toujours d'ailleurs ces refondations liées souvent à des hommes qui permettent la victoire politique et les réformes derrière. La droite vient de le faire avec Nicolas Sarkozy. Avec talent ? À droite,
il n'y a aucune hésitation dans l'électorat de droite. Parce que la droite, même si les discours disent autre chose, est mobilisée sur une politique de droite. Dans cette élection européenne que vous évoquez, considérable abstention, abstention des jeunes, abstention des couches populaires, mais une droite mobilisée parce qu'elle se retrouve dans un discours et une pratique du pouvoir qui correspond à ses valeurs. C'est donc une réussite politique. La gauche, non. La gauche est dispersée et n'amène pas aux urnes les siens. C'est donc qu'elle a ce travail à faire. Voilà, si on peut... Mais ce sera toujours, et je vous laisse la parole, ce sera toujours sur le clivage gauche-droite et deux orientations pour le pays qui sont différentes. Moi, je pense que le grand malentendu de tout cela, c'est qu'on a pensé qu'à droite, on incarnait forcément la politique des riches. Et la vérité, c'est que nous ne sommes plus du tout dans ça. Comme d'ailleurs, la gauche a pendant trop longtemps essayé, et encore aujourd'hui, de faire croire qu'elle était là pour les plus modestes. La vérité, c'est que ces clivages-là n'existent plus. Ça fait des années qu'on entend dire « Ah, il y a une aspiration au centre qui se cherche, etc. » Moi, je ne le pense pas. Je n'ai pas dit au centre. Au dépassement. Au dépassement. Bon, écoutez, d'accord, allez, va pour le dépassement plutôt que le centre. C'est si vous voulez, la nouvelle sémantique du moment chez Bayrou. Mais c'est vous qui êtes vieux, là, et qui volez la vieille sémantique. Vous dites qu'il faut tout réformer, et vous prenez le vieux mot. Allez, ça va pour le vieux. Si vous voulez me traiter de vieux, il n'y a aucun problème, monsieur Kahn. Allez, pour une fois, ça va aller. Ça, c'est juste parce que moi, j'adore le voir en vrai, parce que moi, ça fait 20 ans. Non, mais parce que ça fait 20 ans que je le lis, s'essuyer les pieds sur les hommes politiques, Jean-François Kahn. C'était un journaliste qui a fait, de ce point de vue, un fonds de commerce fantastique qui a suscité, de ma part, une certaine admiration. Bon. Le voir démarrer dans notre métier au jeune âge qui est le sien, ça me touche, parce que je me dis, finalement, il est en début de parcours, il y a un potentiel fantastique, mais il fait de la langue de bois quand même. Et quelque part, il y a des moments, ça me fait rigoler. Voilà, c'est vilain, ça recommence. Gentiment, mais parce que j'avais envie de lui dire. Bon, c'était gentil. Cela dit, tout ça adorable. Oui, parce que c'est la dernière riposte, c'est pour ça. Bon. Et en même temps, je voulais que vous en ayez pour votre argent. Voilà. Surtout que comme il n'y a plus de publicité à France Télévisions, je crois que c'était pas inutile qu'on fasse directement. Alors là, on mettra des casques et des armures. Vous l'avez déjà vu. Encore une gracieuseté, vous terminez. Mais si je dis ça juste au-delà de la boutade, c'est tout simplement parce que moi, ma conception depuis longtemps, c'est que sur ces sujets, notre vrai clivage, c'est d'être sans cesse dans les attentes des gens. Aujourd'hui, il n'y a plus un Français qui a le cerveau coupé en deux en disant « lui, il est pour les riches, lui, il est pour les pauvres ». Et c'est le même président de la République qui, d'un côté, fait ce qu'il fait sur la loi d'allègement des charges supplémentaires, des charges sociales pour les heures supplémentaires, et de l'autre, qui fait le RSA. D'ailleurs, une erreur. Mais je sais que pour vous, tout est une erreur de ce qu'on a fait. Mais c'est n'empêche deux éléments d'une même politique. D'un côté pour l'économie, de l'autre pour le social. Et si la gauche en est absente, c'est parce qu'elle n'a jamais fait de proposition dans l'autre sens. Je suis obligé d'avancer. Est-ce que c'est possible de vous demander un mot? L'histoire du sarkozysme restera l'histoire d'un grand président du social. C'est plutôt le bouclier fiscal. Et je crois que le clivage des riches et des pauvres va quand même demeurer encore quelques années malgré les discours. Ce que j'ai découvert, et d'une certaine manière, ça change beaucoup de choses, c'est une révolution, et c'est Sarkozy qui l'a réussi. Moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'au fond, on disait la France d'en haut et la France d'en bas. Au fond, tout ce qui est en haut, y compris en haut de la gauche, c'est-à-dire la gauche du fric, la gauche paillette, voilà, tout ce qui est chez le centre, le centre des notables, Bermoulieu, etc., ce qui est la gauche clanique, la gauche des clans corses, etc., ce qui est le journalisme arrivé, le journaliste qui est à la recherche du pouvoir constamment, puis Tapi, Alain Minc, Dassault, etc., tout ça, en effet, tend à aller avec Sarkozy. Je le reconnais, c'est un succès formidable. Tout ce qui est en haut, de gauche, de droite, de centre, etc. Le haut, ce qui brille, le Rolex, si vous voulez, la gauche Rolex, la droite Rolex, le centre Rolex, tout le Rolex va vers Sarkozy. Mais attendez, mais en bas, c'est pas vrai, vous avez fait, la droite a fait 40%. Mais à la base, mais à la base, non, maintenant, je vous dis maintenant, mais à la base, que ça soit venant de la droite, venant de la gauche, venant le centre, ça tue les clivages. Là, il y a un mécontentement, il y a une colère, il y a un dégoût, il y a un rejet terrible. Et non, mais je vous le dis sérieusement parce que je crois, et on est interpellés tous par là. Tous, hein, c'est pas contre vous que je dis ça. Mais pourquoi on l'a pas vu aux européennes, ce rejet ? On l'a vu aux européennes. D'abord, 60% d'abstention. C'était une abstention de gauche ou de non, mais écoutez, au lieu de faire de la polémique, écoutez-moi là, parce que ça va être un problème. Ça va être un problème. C'est-à-dire que l'opposition entre, mais c'est y compris la gauche, entre le sommet, tout compris,
et la base, et les gens vraiment qui viennent du terrain, si vous voulez, je crois que si la crise s'aggrave par hasard, ça peut être un vrai problème et ça peut être très dangereux. Ok, alors en 10 ans de riposte, le monde a changé évidemment. Pour poursuivre cette rétrospective, j'ai le grand bonheur de recevoir le meilleur des spécialistes de politique étrangère, Bernard Guetta. Bernard Guetta qui est là, chroniqueur à France Inter, Bernard Guetta, merci, je ne sais pas où tu es, qui jauge. Bernard Guetta qui jauge chaque jour le monde, qui bouge chaque matin pour notre bonheur et notre intelligence des choses. Bonsoir et merci d'avoir, comme si souvent pendant ces 10 ans, accepté notre invitation. On va revoir ensemble, si vous voulez bien, les grands débats qui ont agité la planète. Ça va être très court, hein, il y en a d'autres, hein, surtout pour vous, j'ai honte, qui ont agité la planète depuis 1999. Regardez ces quelques images. La paix juste, bien sûr. Le problème dans un conflit, c'est que la justice de l'un est l'injustice de l'autre. Et ça va dans les deux sens. On nous dit que la Palestine n'est pas une cause arabe, elle est une cause musulmane. Et ça, c'est la perte fondamentale de l'identité profonde de la Palestine. Nous sommes les enfants de la Terre Sainte et nous sommes pluriels. Dieu s'est invité sans frapper à la table des négociations. Il a été invité. On lit la Bible comme un cadastre à dit Rabin. On lit la Bible comme un cadastre à dit Rabin. Et il s'est fait assassiner dès que vous entrez dans un débat pour savoir quel est le Dieu le plus souverain, vous êtes fichu. Alors là, pour des millénaires. Moi, fils de rescapé de la Shoah, je ne supporte pas cette notion qui veut que le droit du peuple juif, comme d'ailleurs de tout autre peuple, à l'indépendance est le résultat du degré de souffrance qu'ils ont subi. Ce n'est pas à cause de la Shoah que le peuple juif a droit à l'indépendance. Et ce n'est pas à cause de la souffrance du peuple palestinien qu'il a le droit à l'indépendance. Les Palestiniens ont droit à l'indépendance parce qu'ils ont le droit à l'indépendance. Et la même chose, c'est pour le peuple juif. La vie de ces gens depuis 8 ans est impossible. La vie des gens du sud d'Israël, des gens du sud d'Israël, parce qu'ils vivent depuis 8 ans sous la menace et au rythme des alertes qui vous donnent une quinzaine de secondes pour vous abriter. Nous sommes en train d'assister à des massacres. Et il faut à tout prix... Les mots sont terribles. Je vais vous dire le chef du Hamas a parlé d'Holocauste, carrément. Ça, je ne le dirai pas. C'est pas mon... je ne suis pas du Hamas. Non, mais laissez-moi vous dire Hamas, mais voilà ce que dit le Hamas. Moi, j'ai suffisamment été clair quand des civils du côté israélien étaient frappés pour dire à quel point je condamnais, pour pouvoir dire aujourd'hui, et de la façon la plus claire et la plus objective, que nous sommes face à des crimes de guerre et que cela doit se traiter devant les tribunaux pénaux internationaux. Ma vraie ambition, je vous le dis très franchement, c'est qu'on trouve une solution au problème israélo-palestinien. C'est votre plus grand... C'est le problème dont je me dis, si j'ai beaucoup de chance, peut-être dans 2 ans, je serai peut-être encore là. Et là, vous y serez. Aux accords de paix, vous serez là-bas et vous... Je cours. Vous courez, comme le jeune homme, hein, vous courez, vous dites bravo, vive la paix. Exactement, exactement. Car quand même, nous devons cela à Israël. Je dis qu'on est en guerre. Ces gens-là nous ont déclaré la guerre. Cette fois-ci, il y a eu un saut qualitatif énorme. Évidemment, là, et c'est une nouvelle époque qui commence dans les relations internationales. Nous sommes tous des Américains, effectivement. On est ébranlés parce que c'est un monde qui est ébranlé. Bush a dit c'est une lutte du bien contre le mal. Il ne faudrait pas croire que le bien est uniquement occidental et que le mal, ce sont les autres. Si vous présentez, lorsque vous êtes occidental, tous les musulmans comme des adversaires, vous fabriquez les adversaires. Je défie quiconque, Ben Laden et les autres, qui se réclament de cette guerre sainte, de me trouver un mot ou une phrase du Coran qui disent que la guerre sainte est obligatoire ou qu'il faille la mener aujourd'hui face à l'Occident. Mais si on ne se pose pas la question de savoir comment des idées amènent des gens, 6 personnes par avion, à mourir pour une cause, eh bien on a perdu, parce qu'on en trouvera d'autres. Et ce n'est pas les frappes qu'on nous propose qui modifieront le problème. N'essayons pas de justifier l'injustifiable et ne retrouvons pas le sanglot de l'homme blanc. Parce que, je m'excuse, quand le même genre de fou qui s'appelait Hitler sous une autre couleur, un autre uniforme, il y a 60 ans, ont massacré l'Europe entière, on les a combattus. Bush est considéré comme un débile mental parce qu'il a prononcé l'expression « axe du mal ». On dit, regardez-moi, quelle catégorie grossière il introduit en politique. Regardez, mais que nous dit-on aujourd'hui en France? Que la cause unique de tous les désordres du monde, le coupable exclusif, c'est Bush. C'est Bush et lui seul. Bush symbolise aujourd'hui ce qu'il y a de plus détestable dans le monde capitaliste.
C'est-à-dire, aujourd'hui, outre le fait qu'on a affaire à un cinglé visité par l'intégrisme religieux, mais ça c'est secondaire, je crois qu'on a effectivement affaire à un danger public qui, au nom de la lutte contre Ben Laden, aujourd'hui est en train d'assurer l'hégémonie économique des États-Unis par la force, par la guerre préventive, c'est-à-dire que c'est un criminel de guerre pour moi au vrai sens du terme. Tout le monde se lève pour... Oui, en France, tout le monde se lève pour Barack. L'Obamania a frappé de plein fouet. Vent d'ouest, on en est tous fous, Obamaniaque, de gauche, de droite, du centre, que l'on vive à Neuilly ou aux Minguettes, toute classe sociale confondue, tout le monde se lève pour lui. Un nom, Obama, et des rêves contradictoires qui s'entrechoquent et pourtant convergent. Obama, c'est en quelque sorte la synthèse de 3 grands moments décisifs de l'histoire de l'Amérique. C'est à la fois l'esclavagisme, c'est la Grande Dépression, et puis c'est l'échec de la révolution néoconservatrice. Hillary Clinton, qui sera dans 2 jours à la tête de la diplomatie américaine, de vos collègues, donc, a déclaré que les États-Unis redeviendront un smart power, c'est-à-dire une puissance intelligente. C'est quoi une puissance intelligence par rapport à l'Amérique? Le contraire de Bush. C'est le contraire de Bush, c'est ça? Elle veut dire ça? C'est très facile. On verra. C'est tout? Non, c'est pas tout, mais c'est le minimum. On verra comment. Donc de Bernard Guetta, c'est quoi une smart power, une puissance intelligente? C'est quand Bush a perdu, c'est Obama. Alors, est-ce qu'Obama a vraiment changé tout? Toute cette histoire est à réécrire. Cette histoire qui commence le 21e siècle, on peut le dire depuis le 11 septembre, début du siècle, on peut dire, beaucoup de monde l'a dit. Obama change tout depuis le début. Enfin, depuis le début. Écoutez, il change l'histoire récente. Il a déjà, par la seule grâce de son élection, changé une chose fondamentale, l'image des États-Unis dans le monde en général et en particulier dans le monde arabo-musulman, ce qui est évidemment une donnée très importante de la période. Mais ce qui est le plus beau dans l'élection de Barack Obama, c'est que ça a été un de ces moments privilégiés, pas si rare, mais pas si fréquent non plus dans l'histoire, où les peuples font preuve d'intelligence collective. L'Amérique a parfaitement compris qu'il fallait élire Barack Obama, à la fois pour rétablir son crédit dans le monde, mais aussi pour apporter un élément d'apaisement dans cette hystérie montante qu'avait provoquée, non pas seul, mais largement, George Bush dans les 8 années qui précédaient. Et vous savez, ces moments comme ça d'intelligence collective, il m'a été donné d'en vivre quelques-uns dans ma vie de journaliste. Et écoutez, quand Solidarité se constitue en Pologne, au début des années 80, il y a un extraordinaire moment d'intelligence collective. Regardez, 10 millions de personnes se retrouvent comme ça en l'espace de 3 semaines dans un syndicat libre. Le premier syndicat libre du monde communiste. Un truc absolument inouï. Ils auraient pu se dire, ça y est, on a gagné, on y va, on demande la sortie du pacte de Varsovie, l'entrée dans l'OTAN, la rupture avec Moscou, la démocratie. S'ils avaient fait ça, c'était évidemment l'entrée des chars soviétiques, une guerre atroce pendant des semaines et des semaines, etc. Et ils ont immédiatement compris qu'il fallait auto-limiter leurs revendications. C'est-à-dire, et ils l'ont compris collectivement, d'instinct, ne demandons que des choses qui puissent faire progresser la situation, mais que le pouvoir communiste peut-être pourrait accepter en vertu d'un rapport de force. Et remarquez qu'il vient de se passer exactement la même chose en Iran. En Iran. Aujourd'hui, ces jours-ci. Moi, je suis fasciné depuis le résultat, la falsification du résultat de cette présidentielle, de voir tant de centaines de milliers de personnes, 1 million et demi lundi dernier, dans les rues de Téhéran et d'autres villes de province, pas seulement de la capitale, qui sont la force, qui sont le mouvement rendu pays. Et personne ne leur dit, surtout ne dites pas à bas le régime, pendez le guide, etc. Non, qu'est-ce qu'ils disent? Où est passée ma voix? Où est passée ma voix? Respect de la volonté populaire iranienne. C'est-à-dire les choses basiques qui peuvent faire l'unanimité et contre lesquelles, et l'unanimité, on en a besoin dans les périodes difficiles. Donc si on revient à Obama, ça a été ça. Derrière lui, l'Amérique est devenue intelligente, alors que, pardon de le lui dire, elle ne l'avait pas été véritablement au moment des 2 présidentielles d'avant. Le monde est devenu un peu plus intelligent ces jours-ci, depuis Obama. Mais est-ce que, par exemple, au Moyen-Orient, est-ce qu'on sent la présence d'Obama? Est-ce qu'en Afghanistan, on sent la présence d'Obama? Est-ce qu'en Iran, oui.
En Iran, oui. Écoutez, en Iran certainement. Les opposants iraniens ont fait la majorité, d'ailleurs, iranienne. Il faudrait arrêter de dire les opposants. Disent très bien. On parle autrement depuis Obama, c'est ça. Mais écoutez, on parle très bien, mais concrètement parlant, dans le cas de l'Iran, s'il y avait des bateaux de, je ne sais plus la combienième flotte américaine qui tournaient, des avions au-dessus, etc., est-ce que vous croyez qu'il y aurait tellement d'Iraniens dans les rues? Non, parce qu'il y aurait un réflexe de défense nationale, etc. Tandis que là, il y a un président américain qui a l'extraordinaire intelligence, il ne faut pas le critiquer d'avoir dit ça, qui a l'extraordinaire intelligence de ne pas prendre parti pour un candidat, de dire, écoutez, bon, vous savez, de toute manière, les Iraniens, c'est toujours difficile avec les États-Unis, de marquer le soutien que doit tout démocrate. Mais sans en faire des tonnes, quoi. Exactement. C'est très vrai. Sans en faire des tonnes. C'est très juste. Que doit tout démocrate à un mouvement démocrate. Mais s'il avait dit je soutiens Moussavi, mais c'était l'arrêt de mort de Moussavi sur la scène iranienne. Ah voilà, l'homme des Américains et derrière des sionistes et patati patata. Non, il a agi très intelligemment dans sa déclaration. Et il arrive à se faire entendre des sionistes aussi, comme vous dites? Alors, non, d'abord, je ne dirais pas en l'occurrence des sionistes, parce que je citais les durs de l'Iran, c'est pas mon vocabulaire. Vous sentez que je vous taquine, là. Oui, j'ai senti que vous me teasez en franglais. Mais écoutez, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Mais oui, constatons-le. Encore que, comme dit Jean-François, encore que. Le dernier discours de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, est à la fois, j'allais dire détestable, en tout cas pas follement sympathique, dans la perversité des conditions qu'il met à la reconnaissance d'un État palestinien. Mais en même temps, sous pression américaine, on a vu le chef de file du dernier grand parti israélien qui refusait le principe d'un État palestinien, admettre le principe d'un État palestinien. Sous pression. Démilitarisé, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Je veux dire simplement. Donc ça change aussi. Obama change aussi. D'accord. Jean-François Copé pour terminer. Très brièvement, parce que on dit souvent que dans l'histoire, et c'est pas faux, les pages de bonheur sont des pages blanches. On a l'impression, et à vous entendre tous les deux, c'est très net, je ressens cette chose-là, qu'on est dans un moment où quelque chose de positif peut s'écrire, quelque chose de très difficile. C'est vrai que l'Iran, pas n'importe quel pays, l'Iran, c'est une surprise magnifique, mais il est tôt, on peut aussi avoir peur encore. Moi, j'ai été surpris vraiment de ce ton encore d'une certaine presse qui ne mesure pas quand même l'importance, je le dis, du discours de Netanyahou, car la reconnaissance de l'État palestinien, bien sûr, il y a des conditions, mais enfin, les pays en guerre, on sait ce qui vient de se passer. C'est quelque chose d'important. Et je pense, là, l'Europe, j'aimerais qu'elle joue un rôle plus important. Et pour nous et pour notre génération, c'est tout à fait déterminant pour l'avenir. Mais je pense vraiment que l'élection d'Obama, ce monde multipolaire, son grand discours aux musulmans, parce que nous ne pouvions pas en rester là, c'est quelque chose qui peut ouvrir une nouvelle page dans laquelle, alors là, au-delà de nos clivages franco-français, on a pour une génération politique des responsabilités à prendre. Et pour une fois, après le 11 avril et d'autres, un peu d'optimisme. Merci pour conclure, Jean-François Copé. J'adhère très, très largement à ce qu'a dit Bernard Guetta. C'est vrai qu'il y a une phrase que j'ai en tête par rapport à ça, c'est qu'effectivement, tout peut changer. On voit bien qu'à la faveur de tous ces changements immédiats, il peut y avoir une nouvelle donne. Je ne veux pas mettre un bémol, ce n'est pas l'ambiance, les sujets sont si difficiles. Je dis juste, attendons quand même de voir. La présidence américaine, on a une espérance folle. C'est vrai que les premiers pas de Barack Obama sont très intéressants. En même temps, s'il y a beaucoup de choses magnifiques dans le discours du Caire, il y a aussi des petites choses qu'on regarde avec un peu de surprise. Par exemple ? Par exemple, le discours sur le voile, qui est un élément qui, effectivement, vu du regard américain, est parfaitement compréhensible. Je me souviens du tollé général quand on avait fait notre loi. On va en parler avec Caroline Forest qui vient nous rejoindre. Mais en même temps, je me dis, attention, est-ce que dans ce discours, il y a à la fois les droits et les devoirs adressés à l'islam? J'ai entendu les droits, est-ce que sur les devoirs, Barack Obama est allé aussi loin? Je me suis posé la question. Sur la question iranienne, 1000 fois d'accord, on est dans une période très intéressante. Reste que, ne perdons pas de vue les grandes tendances. Barack Obama a proposé de dialoguer avec les Iraniens. Il faut que ce dialogue, il ait un début, il ait une fin. Parce que c'est bien de dire, OK, on tend la main, mais attention, gardons en tête que pendant qu'on tend la main, il continue d'enrichir l'uranium.
et que tant que si on n'a pas une échéance après, est-ce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire après, là il y a un problème. Nicolas Sarkozy est le seul à dire, attention, il faut continuer sur les sanctions, il faut être très dur, car peut-être y a-t-il un lien, je le dis à ceux qui ne voulaient pas y croire, entre ce qui se passe aujourd'hui en Iran et l'effet des sanctions. Enfin, dernière remarque sur la question israélo-palestinienne, pour dire naturellement qu'on est sur une nouvelle donne, parce qu'il y a eu de nouvelles élections. Il ne faut pas oublier qu'au départ, on était sur Tzipi Livni, et que les circonstances de ce scrutin à la proportionnelle, incompréhensible pour nous, qui est une des données en Israël, majeure, a fait qu'on est encore tombé sur une Knesset ingouvernable et une alliance, finalement, de la droite à la droite un peu plus extrême, et puis avec des bouts de gauche. Avec des socialistes. Enfin, en tout cas, il y avait... Avec des socialistes. Oui, enfin, d'accord. Enfin, sauf qu'il n'y avait pas de Tzipi Livni dans l'histoire. Et bien, ça veut dire, du coup, qu'on est content que le mot État palestinien ait été prononcé par Netanyahou, mais que dans le même temps, on n'a quand même pas entendu, à aucun moment, ce que pouvait être l'avancée d'une Tzipi Livni. Donc, c'est vrai que c'est un point important. Pendant que Jean-François Kahn répond à Obama, qui l'appelle en direct sur ce plateau, nous allons continuer et nous... Un tout petit mot pour conclure. Peut-être un tout petit mot. Puisque c'est le 10e anniversaire d'une émission qui, pendant 10 ans, a analysé, est allée plus loin que l'événement. Je voudrais juste dire un mot sur la problématique du regard que l'on peut poser sur les événements politiques, qu'ils soient nationaux ou internationaux. En 2 phrases. Dire simplement... Ouh là 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 là, tout va très très mal, l'échiquier politique français part en lambeaux, la situation internationale, n'en parlons pas, etc. Mais vous savez, ça ne sert à rien de dire ça. Parce que tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Dans le cas d'un journaliste, je fais une chronique chaque matin sur France Inter. À quoi ça servirait que je dise aux auditeurs, vous savez, tout va très mal. Mais ils le savent, ils n'ont pas besoin de moi. En revanche, ils peuvent avoir besoin d'un journaliste, des journalistes, en général des hommes politiques, naturellement, pour leur dire, bien sûr que tout va très mal, nous le savons tous. Mais dans ce chaos montant et dangereux, premièrement, voilà quand même les éléments d'espoir, voilà quand même les fenêtres qui s'ouvrent. Et en montrant ce que j'appelle, moi, les lumières au bout du tunnel, eh bien, on aide les gens à regarder la lumière et non pas le noir du tunnel. Et quand on regarde la lumière, on marche vers la lumière. C'est vrai. Alors là, Guetta, où c'est un moment d'émotion absolue. On se lève tous et on se prend la main comme ça. Non, mais c'est toujours ça. Je vais vous dire, même nous, on en aurait les larmes aux yeux. Voilà. C'est un rêve. Si les politiques étaient toujours ça, on ensanglanterait. Vous vous êtes fait plaisir et vous avez bien fait. On est la dernière émission, on a le droit d'accepter les matchs nuls. C'est les yeux embués de larmes que je continue. Nous pouvions balayer ces 10 ans sans revenir sur les grands enjeux de société, dont les acteurs ont défilé chaque semaine sur notre plateau. J'ai le grand plaisir de recevoir la très brillante essayiste journaliste à Charlie Hebdo, chroniqueuse au Monde, écrivaine, spécialiste des questions de laïcité et du vivre ensemble, Caroline Fourest. Caroline Fourest, bonjour. Bonjour Caroline, merci beaucoup d'être là, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Avant de revenir avec Caroline et nos autres invités sur ces 10 ans de débat vifs, très vifs, quelques images, regardez. Je ne vois aucun lien de cause à effet entre le désespoir, la misère et la destruction, l'incendie des écoles. Il y a une légitimité à la violence, la légitimité à la révolte. La légitimité à la violence, ça veut dire qu'à un moment donné, des gens, des populations dans ce pays vous disent « ça fait des décennies que vous nous avez parqués là où nous sommes, que quand on parle, on ne nous écoute pas et qu'on nous envoie des politiques ou qu'on nous propose des politiques qui ne résolvent aucun problème. » Le principe que l'on entend, celui qui fait ce commentaire aberrant sous lequel nous vivons, c'est on a raison de se révolter. Et on dit on va les écouter. C'est ainsi que lorsqu'ils lancent un appel à la haine, on dit que c'est un appel au secours. Quand ces vandales brûlent des écoles, on dit que c'est une demande d'éducation. Non. Et on dialoguera avec eux au détriment de qui ? De ceux qui jouent le jeu républicain. Je crois que M. Finkielkraut ne connaît pas très bien la réalité des quartiers. Quand on brûle l'école, qui est le symbole de son propre échec, excusez-moi, M. Finkielkraut, vous ne connaissez pas les zones d'éducation prioritaire. Vous ne savez pas ce qu'endurent les enseignants là-bas. De la part de qui ?
Pas de la part des enfants. Cette école républicaine dont on déplore la faillite n'existe plus. C'est devenu aujourd'hui une communauté éducative super sympa, immergée dans le social, et c'est elle qui prend l'eau. Sauf que c'est pas la République qui est en échec, c'est le contrat politique, c'est les responsables politiques, c'est l'engagement politique qui est en échec. Au contraire, c'est jeunes et c'est moins jeunes, parce que les jeunes se font aussi les porte-voix des parents. Ces jeunes disent « nous existons ». Faut pas se pencher sur la rue et les manifestants en disant « mais qu'est-ce qu'ils veulent ?» Il suffit juste de regarder les pancartes, d'écouter les slogans, les propositions, elles sont là. Il y a un mot qu'on n'a pas entendu, mais pendant des semaines et des mois dans la classe politique, qui vient de la rue, augmenter les salaires, pas les actionnaires. Ça, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois. On l'a tous entendu à la manifestation de jeudi. Les grèves, maintenant, vous les voyez ? Mais je les vois très bien, les grèves. Ouais, parce qu'elles sont là, les grèves. Et on les voit bien. Il n'a pas dit que vous les voyez pas. J'ai bien vu que ça, mais Sarkozy, quand il a dit les grèves, on ne les voit plus en France, il a énervé et révolté beaucoup de personnes parce que ça a une implication concrète quand on parle d'absence de dialogue social. Très bien c'est plus que ça. C'était méprisant pour vous, vous l'avez entendu. Non seulement c'était méprisant humainement, mais pas que pour moi, pour beaucoup, je pense. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais c'est pas mon papa qui me l'a donné, ni ma maman. Je ne l'ai pas hérité. Il y a un moment où j'étais salarié. Mais il aime les richesses. Donc j'étais salarié et j'ai pris un risque. Je suis de monter ma boîte. D'accord ? Je pouvais me planter. Vous savez, quand on monte sa boîte, on n'a pas d'assurance sociale, donc on est pas aux ACEDIC. J'ai pris ce risque. Aujourd'hui, il y a 2800 personnes qui travaillent dans cette première entreprise. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'en suis fier. Je suis prêt à payer l'impôt. Je trouve ça normal de payer l'impôt. Mais il est hors de question, M. Besancenot, hors de question que je le partage à égalité avec tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas pris ce même risque. Je paye l'ISF, tout ça, je trouve ça normal. Oui. Mais ne me dites pas que tout le monde est égal, parce que tout le monde ne prend pas les mêmes risques et tout le monde n'a pas les mêmes talents. Moi, j'étais à 24 heures semaine et je gagnais 680 € par mois, net. J'ai beaucoup de collègues qui travaillent, qui sont à 30 heures, qui gagnent 950 € par mois, qui sont en famille monoparentale et qui doivent se retrouver à la fin du mois à calculer pièce par pièce, à acheter vraiment le minimum vital. Quand vous entendez « Ah, je suis contente, cette mois-ci, j'ai réussi à mettre 50 € de côté », et quand le mois suivant, elle vous dit « J'ai ma chaudière qui a sauté », catastrophe. Voilà. Vous dites, si on touche le prophète, 1,7 milliard de musulmans sont offensés. Vous essentialisez les musulmans. Je connais des démocrates et des laïcs musulmans qui sont offensés par ce que vous dites. Ça veut dire dans le monde entier que les musulmans sont trop cons pour comprendre des polémiques. Ce n'est pas vrai. Nous, on pense que c'est des gens comme les autres, comme nous. On leur prête les mêmes qualités intellectuelles. On leur prête la même compréhension, la même générosité. C'est vous qui dites, ils ne peuvent pas supporter l'offense. Si on n'avait pas réactualisé en permanence une critique radicale de la religion, les femmes n'auraient pas les droits qu'elles ont. Il n'y aurait pas la pilule, il n'y aurait pas l'avortement, il n'y aurait pas les droits des homosexuels. Et à chaque fois, il faut qu'on affronte les dogmes de la religion. C'est ça l'actualisation de la démocratie. Non, juste 2 mots, parce que je serais obligé de partir, moi. Ah bon ? Oui, bien sûr. La prière. C'est quand je marche dans la rue, quand je prends une rame de train ou de métro, je dis, tout le monde me regarde comme si je suis vraiment le Ben Laden ou le terroriste. Or non, je suis un citoyen. Beaucoup de musulmans et de jeunes musulmans ressentent ça. Ils ont le sentiment qu'ils ont un regard spécial sur eux, stigmatisant. Et ce regard, il est nourri par la violence de l'islam le plus dur. C'est eux, les musulmans, qui sont les premières victimes de tout ça. Bien sûr. Et qui le vivent, et qui le vivent dans leur propre vie comme quelque chose qui les sépare, les écarte, dont on ne parle pas. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi aujourd'hui nous ne revenons pas à ce dialogue, à cette tolérance de deux côtés ? Excusez-moi, je vais vous laisser. Bonne sortie de Ramadan. Bonne sortie de Ramadan. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Merci. Est-ce que vous pensez que le pape aurait dû présenter des excuses ? Voilà, l'imam était allé prier en direct. C'était étrange. Elle a beaucoup fait parler, cette image de cet imam partant, comme ça. C'est une émission, c'était en octobre 2006. Nicolas Sarkozy a souvent été, Caroline Fourest, contesté dans sa façon d'incarner la laïcité. Vous savez, ça a fait des grands débats et vous étiez au cœur de tous ces débats. Vous avez même lancé certains d'entre eux. Où en est-on aujourd'hui, pour vous, Caroline Fourest, du communautarisme et de la laïcité ? On continue de reculer. On continue de reculer. On a réussi à sauver quelques éléments du vivre ensemble avec la loi sur les signes religieux à l'école publique notamment. Il faut continuer à la défendre, à l'expliquer parce qu'elle est très incomprise au niveau international et le discours de Barack Obama du Caire en est un exemple. On parlait de Jean-François Copé tout à l'heure. La France est très isolée dans ce qu'on essaie de faire. Et donc, c'est une grande responsabilité parce qu'il ne faut pas se tromper. Il faut à la fois continuer sur ce chemin et en même temps, il ne faut pas tomber dans notre propre caricature
par exemple, en ce moment, avec le débat sur le niqab, il faut qu'on fasse très attention sur le niqab, sur le voile intégral. Oui. Il faut qu'on continue à être intelligent, à la fois lucide et généreux. Et c'est tout ça à la fois qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qui serait l'intelligence et la lucidité et la générosité? L'intelligence, c'est de sauver l'école publique républicaine. C'est pas de la laisser s'effondrer en espérant que l'école privée confessionnelle récupère le morceau en passant des accords avec le Vatican qui lui permettent de reprendre la main sur les écoles privées catholiques, par exemple. Ça suffit pas d'avoir un discours qui est apparemment symbolique, ferme et sécuritaire et de faire croire que c'est une réponse au communautarisme. Parce qu'en réalité, c'est tout sauf une réponse au communautarisme. Qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent les discours les plus incendiaires ou les plus fermes en apparence, laissent filer le lien social, laissent filer tout ce qui fait des ponts, des passerelles entre ceux des quartiers populaires, par exemple, et que donc, vous comprenez bien ce qu'on a eu. On a eu à la fois une gauche qui était parfois angélique et qui disait il n'y a aucun problème, il suffit de faire la justice sociale et tout ira bien, ce qui était une absurdité, parce qu'il y avait des principes de vivre ensemble qu'il fallait réaffirmer. Et en même temps, on a eu une droite aussi qui a eu tenté de penser que la sécurité, c'était la réponse au problème du communautarisme. Et c'est tout aussi faux, parce que la laïcité sans justice sociale, ça ne marche pas non plus. Donc c'est trouver cet équilibre-là, cette intelligence-là, et tout en restant lucide, qu'il faut réussir à faire. Caroline, il y a eu la loi sur le voile, mars 2004. D'accord. Riposte y a consacré de nombreux débats, et avec vous d'ailleurs. Aujourd'hui, on voit cette thématique reparaître avec la burqa. Comment vous appelez les burqa? Le niqab. Non, parce qu'il n'y a pas de burqa en France. Ah bon, d'accord. Il faut être précis. La burqa, c'est juste le vêtement bleu afghan. Le voile qu'on peut voir en ce moment en France, c'est un voile intégral. On parle de quelques centaines de cas. C'est un voile intégral d'inspiration saoudienne. On est en train de parler de gens qui sont dans un trip sectaire. C'est même plus, on est au-delà encore de l'intégrisme. Mais alors comment ça, des parlementaires de toute obédience, de toute tendance, s'inquiètent de la montée de ce phénomène? Ils disent qu'ils en voient partout, etc. Un député communiste de Vénissieux dit ça, il en voit partout, etc. On voit dans nos rues, partout, voilé de la tête aux pieds, on ne peut plus marier, on ne peut plus, etc., etc. Alors, question, l'interdiction pure et simple de ce niqab, de ce voile intégral, ne s'apparenterait-elle pas à une atteinte, tout simplement, à la liberté religieuse? Il faut en tout cas faire très attention quand on commence à vouloir réglementer la rue. Parce qu'on n'est pas en train de parler de l'école publique. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger le débat qu'on a eu sur l'école publique au nom de la laïcité et surtout de l'égalité d'ailleurs, qui nous a amené à sanctuariser l'école publique pour de bonnes raisons, avec de bons résultats. Et le débat qu'on a maintenant, qui est un peu différent, qui est un débat de comment on fait dans la rue, qui est l'espace le plus libre, normalement dans une société démocratique, comment on fait. Moi, je pense que c'est un mauvais service à rendre à la laïcité que d'aller la chercher pour régler ce problème-là. Qu'on peut se tourner vers des choses plus réglementaires, plus simple, le bon sens, comme essayer de faire en sorte qu'on puisse identifier tout le monde en cas de nécessité. J'entendais des gens qui disaient, nous, on a un problème à l'école, par exemple, quand une mère vient en voile intégral récupérer son enfant, on ne peut pas l'identifier, donc on ne peut pas lui rendre son enfant. C'est un problème très concret, mais ce n'est pas la peine d'aller brandir la laïcité pour régler ce problème-là, parce que ça n'a rien à voir, c'est un problème d'identification, de sécurité, d'intérêt général. Les citoyens doivent être reconnus et repérés immédiatement. Aucun citoyen ne peut dit aux manifestants, mettez pas de cagoule, par exemple. Voilà, aucun citoyen ne peut soustraire au fait de devoir être identifié en cas de besoin, que ce soit pour retirer un colis à la poste, pour retirer son enfant à l'école et dans d'autres situations comme ça. Donc, ne nous affolons pas. Voilà. Jean-François Copé. Un point, là, cette fois, peut-être en tant que responsable politique, parce que évidemment qu'on est très, très préoccupé par cette question. Un mot, vous avez déjà. Non, je ne l'ai pas vu encore, un mot. Je vous le dis, je ne le souhaite pas, parce qu'il y a, aux réponses concrètes que vous évoquez là, qui sont habiles, et moi, je suis d'accord que dans certains cas, on n'est pas obligé de mettre du principe toute la journée, parce que ça aussi, ça agace et que ça a un effet contre-productif. Néanmoins, je suis obligé de vous dire qu'il y a une autre question qui est posée, qui n'est pas uniquement celle de la liberté religieuse ou de la rue, espace absolu de liberté. C'est la condition de la femme. Voilà. Moi, je dois vous dire que je suis, à titre personnel, extrêmement engagé sur cette question, extrêmement sensible à cette question, et que je considère... Non, mais Caroline aussi, disons-le. Si je peux me permettre, je connais votre combat et je l'admire énormément. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. Je suis tout ça de très près. Et je dois vous dire, à titre personnel, que sur ce sujet spécifique, on ne peut pas évacuer la question du libre choix des femmes. Et je voudrais être certain que toutes celles qui font le choix de le porter, le font librement. Parce que si jamais ça n'était pas le cas, alors ça devient un problème pour notre pays. Non, mais je vous rassure. Et donc je crois que... Non, mais encore une fois, je ne suis pas en contradiction du tout avec ce que vous dites. C'est un sujet trop difficile pour qu'il puisse y avoir une polémique entre nous. Je pense que la réponse concrète est très, très importante, mais qu'il faut aller au-delà, parce que derrière, c'est peut-être, et même certainement, une atteinte
à la liberté des femmes. Voilà. Sur ce point précis. Oui, je n'évacue évidemment pas l'approche du point de vue de l'égalité homme-femme. Je dissocie simplement ce qui relève de la politique publique, ce qui serait plutôt effectivement votre travail, du débat d'idées. Dans le débat d'idées, évidemment, on sait très bien que ce voile est une atteinte au principe d'égalité. Mais vous ne trompez pas, il y a derrière ces voiles intégrales des militantes politiques. Il y a des femmes qui le portent totalement délibérément. Elles sont dans un trip d'aliénation volontaire et choisie. Elles ne sont pas forcément du tout soumises et obligées. Donc la question est de savoir combien sont celles qui sont obligées, celles qui le choisissent. Oui. Voilà. Mais vous voulez dire quoi? Celles qui se mettent en prison ou qu'on met en prison? Elles se mettent en prison, mais comme il y a des gens qui adhèrent à des sectes tout à fait délibérément, et il y en a même beaucoup. On vit dans une société où il y a des scientologues, des témoins de Jéhovah, des salafistes, il y a de tout. On ne peut pas tout régler par la loi et le réglementaire. Il faut arriver à avoir un débat d'idées compliqué et précis sur les motivations des uns et des autres. Il faut rappeler et se dire franchement, parce que moi j'aime ça aussi en France, que oui, ça nous choque. Moi, en tant que femme, croiser une femme qui est complètement couverte de la tête aux pieds dans une rue, j'ai envie d'hurler. J'ai envie d'hurler en tant qu'humaniste, pas simplement en tant que féministe. Mais en même temps, on est dans un pays qui trouve un équilibre entre liberté, démocratie et vivre ensemble. Quand il y a des problèmes de vivre ensemble, il faut trouver à chaque fois la réponse adaptée. Tous les pays européens courent après en ce moment. Et en même temps, chaque fois qu'on a ce débat, on sait qu'on a, en train de guetter nos débats, des incendiaires. On en a vu quelques-uns dans vos images. Il y en a d'autres qui se présentent aux élections européennes sous de nobles causes pour les détourner. On a des incendiaires partout en ce moment qui guettent nos débats pour essayer de pousser les gens à se radicaliser sur leurs identités. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est de rester suffisamment rigoureux et précis dans nos réponses pour continuer à rassembler les gens en fonction de leurs idées et pas sur la base d'identités qu'on pousse à la confrontation. C'est tout le défi des 10 dernières années et à mon avis des 10 prochaines aussi. Mais oui, vous dites quelque chose. Je crois qu'il ne faut pas confondre, moi je partage les points de vue, mais la violence faite aux femmes et cette question. Car la violence faite aux femmes, qui est insupportable, elle est aussi dans les nudités exacerbées, la montée qui devrait intéresser des cas d'anorexie chez nos jeunes filles, etc., par tout un mode de vie qui est le nôtre et qui est extrêmement douloureux. Alors attention, la laïcité n'est pas anti-religieuse. Et d'ailleurs, les grands noms de la laïcité, que ce soit Ferdinand Buisson, Jean Jaurès ou autres, avaient leurs croyances privées, ou Joseph Salvatore et d'autres. Et nous avons à faire attention à ne pas utiliser la laïcité, qui à mon avis est comme mode de coexistence et d'organisation de l'ordre public l'avenir, à toutes les sauces. Et en l'occurrence, ce que nous devons faire d'abord, c'est préserver un espace public, celui de l'école, celui des services publics, sur nos valeurs, car tous ces gens-là qui avaient des croyances religieuses voulaient quand même coexister ensemble dans un espace public, faire attention à ne pas intervenir sur « c'est sa liberté, mais il en fait mauvais usage parce qu'il a fait le choix de tel usage de sa liberté, c'est-à-dire de se mettre un voile ». Là, on n'est plus du tout dans la laïcité, on était dans l'anti-laïcité. Car la laïcité, dernière chose, ça n'a jamais été la neutralité ou l'indifférence. Jaurès disait il n'y a que le néant qui est neutre, pas la laïcité. La laïcité, c'est un ensemble de valeurs, et vous avez dit d'ailleurs quelque chose de très important tout à l'heure, ça va pour les fondateurs jusqu'à cette idée de justice sociale. Car évidemment, si chacun doit pouvoir se déterminer par lui-même, il faut que les conditions qui lui permettent de se déterminer, sociales, économiques, intellectuelles, soient là. Moi, j'ai très peur du débat qui est en train de naître. C'est un débat sur cette question obscurantiste en réalité, qui va réanimer de mauvaises passions. Et je partage ce qui a été dit tout à l'heure par Jean-François Copé sur l'inquiétude du discours d'Obama. Mais je crois que nous avons intérêt à voir l'essentiel dans cette affaire. C'est vrai qu'il s'est étonné de comment on gérait ça en France. Il s'est étonné, non, il n'a pas du tout cité la France directement. Ah bon, c'est pas ça. Et encore moins le voile à l'école. Et encore moins le voile à l'école. Bon, on pouvait y voir une allusion, mais il n'a pas cité la France directement. Et nous ne sommes pas le centre du monde. Et par rapport, surtout, il y avait un contresens. Et par rapport à l'enjeu de ce discours qui concerne des milliards de personnes, quelques foyers un peu difficiles, l'Afghanistan, le Pakistan, je pense que ce discours est fondamental. Après, nous avons notre Juste une dernière question, Caroline. On a entendu, là, Alain Finkielkraut parler des banlieues, vigoureusement, face à Tariq Ramadan, etc. Tout le monde se souvient de l'état d'urgence, décrété en France pour la première fois depuis la guerre d'Algérie en 2005. État d'urgence. Et aujourd'hui, l'embrasement a-t-il fait long feu, selon vous? Question comme ça, réponse courte. S'il vous plaît. Il n'y a pas de raison que l'embrassement ait fait long feu, parce que les causes profondes, elles sont toujours sur la table, et tout peut se rallumer au moindre dérapage verbal, puisqu'on n'a pas en profondeur déminé le terrain, on n'a pas rétabli les conditions de la justice sociale, on n'a pas rétabli l'école publique, on n'a pas retracé des passerelles, on n'a pas fait en sorte que la police soit à nouveau vécue comme des gardiens de la paix, comme des gens sur qui on peut s'appuyer et faire du lien social. Ce sont des ennemis, et c'est eux qui en payent le prix, parce qu'ils sont en première ligne.
Donc pour l'instant, on met tout ça sous le bois. On espère que ça suffit. Non, ça peut ressortir à la moindre occasion. C'est votre sentiment, Jean-François? Personnellement, je pense que vous êtes un peu trop dur. Je pense que c'est vrai que ces risques existent, mais qu'ils n'existent plus de la même manière dans tous les endroits. On ne peut pas rayer d'un trait de plume tout ce qui a été fait en matière politique de la ville, qui ont vraiment porté leurs fruits. La meilleure preuve, c'est qu'on sait aujourd'hui les quartiers dans lesquels on commence à s'en sortir, parce qu'on a mis de l'argent pour casser ces immeubles. Et le travail de l'ANRU. De la fameuse agence. Moi, j'ai réuni cette semaine tous les ministres de la ville, à Meaux, dans le cadre de Génération France. On a eu ce débat. Et on a conclu qu'il y a des défis énormes à relever sur l'égalité des chances, tout ça demeure. Mais qu'on retrouve de l'espérance parce qu'il y a des quartiers qui sont redevenus des quartiers ordinaires, parce qu'on y a fait de la mixité sociale, parce qu'on a cassé les tours, parce qu'on a mis des caméras vidéosurveillance, parce qu'on a mis de l'animation, parce qu'on a responsabilisé les habitants, qu'il y a un parcours résidentiel. Et donc, il y a des quartiers où on sait aujourd'hui que les niveaux de risque sont maintenant plus faibles. Je dis juste ça, non pas pour dire tout est merveilleux, loin s'en faut, mais je pense que le temps est venu maintenant de nuancer. Le risque existe encore ailleurs, mais il y a des endroits où on a compris comment on pouvait s'en sortir. D'accord. On termine là-dessus. Non, parce que... Allez-y. Je vais dire un mot pour dire que c'était important ce qu'a dit à propos de ça tout à l'heure Guetta. Parce que sur je me méfie du désespoir. Bon. Et, les banlieues, ça incite à ça. Oui, bien sûr. Ça va péter, etc. Moi, je pense qu'il faut reconstruire totalement une alternative de société par rapport à deux types qui sont écroulés. Et quand on dit ça, on dit est-ce que c'est possible, c'est pas possible. Eh bien, je pense à une chose. Il y a 60 ans, 50 ans, il y a une dame qui était, je crois, une femme de ménage, il me semble, noire, qui s'appelait Rosa Parks, dans un État américain, je crois que c'est l'Arkansas, mais je ne suis pas sûr. Personne lui demande. Elle n'est pas encartée. Ça vient d'elle-même. Elle s'assoit sur un siège réservé aux Blancs. Dans un autobus. Dans un autobus. Et on lui dit, madame, attendez, il y a un Blanc là qui veut s'asseoir. Elle dit non. Les hommes sont égaux, les femmes sont égaux. Eh bien non, ça vient comme ça. Acte individuel, totalement individuel, petite goutte d'eau, rien. Et finalement, c'est peut-être cela, entre autres, qui fait qu'un noir américain est élu président Obama. Et au fond, ça va dans le sens, c'est-à-dire que tout le monde soit des Rosa Parks. La vérité, c'est que tout le monde se dit, je peux être une Rosa Parks, je peux faire. Bien sûr, il faut que j'entende de mes hommes ou mes femmes politiques, mais n'attendons pas tout. Faisons, réalisons, aussi petit que ce soit. Si on arrive à réhabiliter l'idée qu'on peut être maître de son destin, qu'on peut contribuer à inventer un destin différent, je crois que tout est possible. Je pense que simple et juste, il suffisent, et que des mots simples et justes, il suffisent. Vous savez, c'est comme, il faudrait parler à chacun d'entre nous comme si c'était son anniversaire, il faudrait faire chaque émission comme si c'était la dernière. On est en train on s'aime les uns les autres, et nous célébrons ici, effectivement, l'exemple de cette femme américaine admirable. Merci à tous. Avant de nous quitter, je vous propose de regarder quelques dernières images de Riposte. Nous avons eu la chance, vraiment la chance, outre nos débats vifs, très vifs, comme je disais, de recevoir en face à face des invités d'exception et de vivre des moments d'émotion, parfois très forts. Regardez, c'est notre fierté à nous aussi, dans l'équipe de Riposte. Regardez. Riposteuse, riposteur, que le rugby rebute ou que le beau temps exalte, rappelez-vous, au cœur de la tourmente, nous regardons le monde tomber. Adieu, adieu donc peut-être, baguette et béret basque, adieu Astérix, France ces temps-ci, tes enfants te questionnent. Un sondage ? Et voilà qu'un style, une méthode, des mots sont fustigés. Des sondages, et voilà que les vents mauvais tournoient autour du roi républicain. C'est donc si difficile de dire du bien de moi. Paf, repaf. Vanité, des vanités, tout est vanité. Et pâture de vent. Bling, bling, des bling, bling, tout est Rolex et pâture de sondage. Quel talent. Merci beaucoup. Je vous prends comme porte-parole adjoint du gouvernement. Richard Hortefeux a probablement quelque part en lui, je n'ai pas encore détecté, mais ça viendra, une part d'humanité où il se dit, mais oui, il faut être gentil avec ces immigrés. On ne peut pas enlever à l'homme l'humanité, quand même. On ne peut pas, on ne peut pas. On peut même peut-être la renforcer. Alors ça serait c'est votre projet secret, en fait. Voilà. Regardez-moi, monsieur Mathieu. Je vous regarde, oui, voilà, je vous regarde. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais vraiment que je vous fasse comme ça. Vous voulez que je sois désagréable? Allons-y. Une vie, ça peut être une très belle chose. Et moi, j'ai la chance d'avoir une très belle vie. Ah, les socialistes. Chez eux, les afters sont géniaux. Un sens de la convivialité rare en ces temps sombres virant au noir. Oui, franchement, il vaut mieux avoir des copains socialistes que des cousins banquiers déprimés ou des boursicoteurs paranoïaques. Le socialiste est à la baisse, comme la bourse. Mon conseil sera
acheter du socialiste. Il ne peut que monter. Et peut-être même, si vous en avez envie, adopter un socialiste. Moi, j'avais dit la semaine dernière que mon inquiétude, c'était que je trouvais que ça dégénérait. Je ne peux pas dire que j'aurais imaginé un scénario aussi désolant et navrant que celui qu'on est en train de vivre. Je me souviens d'ailleurs d'une de mes filles qui m'avait dit « T'es resté 8 mois comme secrétaire d'État ». J'ai dit oui, et elle prend une pincée de sable sur une plage à l'île-Dieu et me dit « Je vais t'appeler le secrétaire d'État de sable ». Mon Dieu, tellement vous ne saviez rien. Mais il n'y a rien de pire que le pouvoir sans l'action. Il faut bien mesurer ce que c'était. C'est une situation comme j'en ai jamais vécu, comme très peu en vivent. Vous êtes à 10 mètres quand vous êtes l'avocat. Il regarde les victimes de l'avocat général. Les jurés sont là, vraiment à quelques mètres de vous. Vous savez que vous avez, une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est tout ce qu'on peut espérer d'attention. Et des mots. Et que si vous ne les trouvez pas, et que vous n'arrivez pas à faire passer chez les jurés votre conviction, c'est perdu. Et vous l'accompagnerez à la guillotine, et on connaît le reste. J'étais une militante de la cause pour la libération de mon pays. Je me suis engagée et dès le départ, j'ai fait le choix de la lutte armée. Oui. J'ai été arrêtée avec le chef de mon groupe, M. Yasser Saadi. Nous étions sous les ordres du grand Ben Mehdi. Et excusez-moi, c'est une émotion. Bien sûr, madame. 45 ans après, évoquer des figures comme Ben Mehdi, comme Boumediene, comme Hassiba Ben Bouali, m'en serre la gorge. Moi, je suis un homme libre, je suis pour la pensée libre, je dis ce que je pense. Je n'ai d'ailleurs, vous parlé de la Shoah, je n'ai pas parlé de la Shoah, je n'ai jamais parlé de la Shoah. Par conséquent, vous dites n'importe quoi et vous vous servez dans un débat politique cette année de choses qui ont été dites il y a 20 ans. Il ne s'excuse jamais. Il dit jamais, j'ai dit une chose épouvantable. Personne ne peut dire que c'est un détail. 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui meurent dans les camps de la mort. Oui, mais ça n'est pas ce qu'il a dit, M. Mathieu. Ah bon ? Écoutez, on va en terminer là. Oui ou non, c'est un détail de l'histoire ? Non, je ne pense pas que ce soit un détail de l'histoire. Très bien. Merci. Voilà. C'est tout ce que vous vouliez ? Oui, puisque moi-même étant fils de ce détail, vous voyez, ça m'importe de vous entendre dire ça. OK ? Voilà. Et ma riposte c'est fini, déjà. Et oui, comme l'a souhaité France Télévisions, nous allons rendre définitivement l'antenne dans quelques instants. C'est émouvant et un peu triste, c'est vrai. Mais avant, je voudrais remercier toute l'équipe vraiment adorable et talentueuse qui a travaillé pour cette émission. Les voilà. Alors voilà, la rédactrice en chef. Aude Rossigneux, Anna Borel, Johan Gillet, alors là, j'ai plus, ils m'ont plus Nicolas, Alice Cohen, Nadia, Nicolas Yomi, Richard, et notre mascotte, et Peggy, notre mascotte, voilà, notre mascotte. Alors voilà, à tous, merci beaucoup. Je voudrais aussi saluer toutes les 1974 personnalités, vous vous rendez compte ? Personnalités connues ou anonymes qui, tout au long de ces 10 années, ont contribué à faire de Riposte sur un véritable rendez-vous citoyen et populaire, où les citoyens étaient encore parfois plus pris au sérieux que les politiques, qui avaient tous droit de citer ici et méritaient tous d'être écoutés avec la même attention républicaine. Merci aussi aux équipes techniques et aux réalisateurs David de Montagne, que j'espère on voit là en régie. Merci David de tout ce que tu as fait pour nous pendant toutes ces années. Merci aux équipes de France 5 qui nous ont permis de travailler en toute liberté pendant 10 ans. Merci à vous tous, surtout cher public, comme on disait dans les émissions de variété, cher public, qui fut, je vous le disais, c'était même devenu un rituel. À l'époque, personne ne regardait cette émission. Je disais, vous êtes de plus en plus nombreux. Les gens disaient, tu déconnes, oui, c'était les mecs des émetteurs, vous savez, ils étaient 2, 3. Merci, de plus en plus nombreux, puis après ils étaient 10. Merci. Donc, mais en fait, en plus, à la fin, c'est devenu vrai. Merci ces jours-ci, merci ces jours-ci, cher public nombreux et affectueux, de vos innombrables messages d'amitié. Ils nous ont énormément ému, c'est pas une blague. Et ces messages viennent des 4 coins du monde, car Riposte fut, grâce à TV5 Monde, diffusé partout, et partout de par le monde, on entendit la voix de cette France démocratique, la même dans ces pays où la liberté ne fleurissait pas.
Donc, voilà, ça se termine. Merci de votre fidélité. Bonne chance à Nicolas Demorand qui prend la suite. Nous lui laissons une très belle tranche horaire, pleine de vitalité, de liberté et de public, sur une chaîne que nous aimons beaucoup et que nous avons aussi, à notre façon, contribué à bâtir. Bonne chance à tous, bonne chance à la suite. C'est le clap de fin, bien sûr. Nous nous retrouverons en principe à la rentrée sur France 5, c'est promis par la direction de la chaîne, avec du cinéma, beaucoup de cinéma, et du vrai cinéma, des images, beaucoup d'images. Et merci de ces 10 années de plaisir, de bonheur et de passion citoyenne. J'ai beaucoup aimé vous rencontrer tous les dimanches et vivre en France cette chose très précieuse qu'on partage tous, qui s'appelle la démocratie. Bonnes vacances, merci et à la rentrée. Merci.